15e anniversaire de Télé 50, la chaîne veut maintenir les caps dans la révolution médiatique en République démocratique du Congo. Le directeur général de l'Espace 50 a annoncé d'autres innovations pour des prochains jours. Le choléra a refait surface depuis le début de l'année dans la province du Maniema et a causé 120 décès. Les autorités sanitaires sont passées à l'offensive après l'enregistrement de plus de 3000 cas. Après 2 semaines d'affrontements intenses et de vives tensions diplomatiques, un cessez-le-feu est officiellement entré en vigueur entre l'Iran et Israël, mais il reste encore fragile. Madame, Messieurs, c'est l'heure du journal sur Télé 50. Merci de nous rejoindre. Présent lors du direct réalisé à l'occasion de la célébration de 15 ans de Télé 50, le directeur général de l'Espace 50, Jean-Marie Kassamba, a remercié tout son personnel pour la qualité du travail au fil des années. Il a en outre rassuré quant à la mise en place des installations de Télé 50 section Paris en France. On l'écoute dans cet extrait choisi par Héritier Tamboua. Toi déjà à Paris, toi déjà à Paris. Donc équipe à Paris, il y a Bino Yangwan. Tu sélectionné parce que ma partenaire lobby, au fur et à mesure, quelques membres ils viennent, formation, bazongi. Très franchement, merci à tous. Merci à tous ceux qui nous ont suivis depuis hier, toute la journée. Je félicite toute l'équipe. Restez focus sur le travail. Batu balingi biso parce que tout ça la musala ya malam. Donc to continuer na élan wana. Mutuna place nae parce que le plus difficile n'est pas d'être numéro 1, le plus difficile de le rester le plus longtemps possible. Tobeti 15 ans numéro 1, tu redoubler les sous. 15e anniversaire de Télé 50, les réactions continuent de pleuvoir. Les téléspectateurs de la chaîne souhaitent longue vie à cette dernière et réitèrent leur fidélité à la première chaîne d'information en République démocratique du Congo. Quelques réactions ont été sélectionnées par Héritier Tamboua. Télé 50, c'est vraiment une innovation. Télé 50 a apporté une nouvelle touche dans le monde des médias et c'est pour cette raison que Télé 50 attire tout le monde. Moi, je crois que tous les opérateurs politiques, les opérateurs économiques, sociaux, culturels, les gens de notre monde scientifique, lorsqu'ils veulent faire passer un message et qu'ils espèrent atteindre un grand public, en tout cas, ils pensent d'abord à Télé 50. On ne peut que jeter des fleurs au DG Jean-Marie Kassamba pour le travail qu'il est en train d'abattre, ainsi qu'à toute son équipe de Télé 50 qui abattent depuis un certain temps un travail de titan. Joyeux anniversaire pour les 15 ans de travail abattu. Outre Jean-Marie Kassamba, meilleur vœu aussi le 15e anniversaire à toute l'équipe de la famille Télé 50. Je suis Télé 50 avec beaucoup d'enthousiasme et surtout les émissions qui, le matin, là, il y a toujours des débats, il y a Escale sur le net, donc il y a de belles émissions et surtout les grands débats qui fait intervenir les gens de toutes les tendances. C'est ce qui fait la grandeur de Télé 50. 15 ans, c'est beaucoup. Nous ne pouvons pas rester calmes sans vous dire ce qui est notre souhait. En tout cas, nous voulons que vous puissiez aller de l'avant, Plein succès à vous, au DG Jean-Marie Kassamba, Télé 50. Vous avez donné la valeur aujourd'hui aux médias congolais. Vous nous avez donné l'envie de ne plus suivre les chaînes étrangères par rapport à vos services et vos qualités. En tout cas, nous sommes très fiers de vous. Autre chose à présent dans les cadres de l'effort des guerres, le ministre de la Défense nationale, Maître Guy Kabombo, a réceptionné un lot de vivres pour l'accompagnement des FARDC. Les vivres et les frais en dollars américains ont été remis au ministre de la Défense pour motiver ceux qui se battent aux différents fronts des guerres.
Dans un élan de solidarité au FARDC, le vice-premier ministre et ministre à la Défense nationale et des anciens combattants Guy Kabombo Mwadianvita a réceptionné un autre lot de vivres destinés à l'armée congolaise. C'est dans le cadre de l'effort de guerre. Cette remise symbolique qui a eu lieu mardi 24 juin à l'hôtel de la Défense, c'était en présence du chef d'état-major général adjoint en charge de l'administration et de la logistique, le lieutenant général François Kabamba. C'était une délégation conduite par le directeur général de l'Office de gestion du fret multimodal, William Kazumba, qui a symboliquement remis 200 sacs de riz, 300 bidons de 5 litres d'huile, 100 cartons de boîtes de conserve et 200 autres cartons de poissons salés. Un chèque d'$1 million américains a aussi été remis pour être logé dans les comptes de soutien au FARDC gérés conjointement par le ministère des Budgets et celui des Finances. Reconnaissant envers ces gestes d'accompagnement des forces armées, Maître Guy Kabombo Mwadianvita, le chef de l'outil de la défense, a au nom du commandant suprême Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo salué le geste patriotique qui frise de l'attachement au patriotisme, accompagnant ainsi les forces loyalistes ainsi que les forces d'autodéfense, les Wazalendo. Des affrontements violents sont rapportés entre les rebelles de l'FCM 23 et les combattants locaux du groupe armé collectif de mouvement pour le changement hier mardi dans le groupement de Bambo, Bukombo et Tongo situés dans la chefferie de Bouitou en territoire de Rutshuru au nord Kivu. Un bilan provisoire fait état d'au moins 2 morts et 4 personnes blessées, parmi lesquelles des civils. De plus, 18 maisons ont été incendiées dans le village de Mouchébéré. Nous sommes en ligne avec le député provincial élu de Rutshuru, Emmanuel Ngaroué. Bonjour. Quelle est la situation sur place? Merci beaucoup. Effectivement, le RDF M23 UPDF ne cesse d'attaquer les Wazalendo, le VDP dans le territoire de Rutshuru, particulièrement dans la chefferie de Bouito, groupement Tongo, groupement Bukombo, groupement Bishusha, groupement Kihondo, groupement Mutanda. Dans tous ces groupements, et les VDP se défendent comme il le faut. Ils infligent de lourdes pertes à l'ennemi, et l'ennemi en conséquence il se retourne sur les habitants. Chaque jour, le M23, la coalition M23 FC, RDF, UPDF, ne cesse de tuer nos populations et brûler des maisons, des villages incendiés dans tous les groupements que je viens de citer. Et donc, la situation est très, très alarmante et nous pensons que le gouvernement devait de toute façon suivre. Vous avez suivi évidemment le communiqué du vice-premier ministre de l'Intérieur qui en a fait allusion et qui a dénoncé ces massacres et ces incendies de maisons par cette coalition mafieuse. Mais nous pensons que le gouvernement devait faire plus. On parle d'un affrontement musclé, mais également un déplacement massif de la population. On peut savoir où se dirige-t-elle exactement? Les opérations n'ont pas commencé hier. Ça fait plus d'1 mois que ces attaques se font presque chaque jour. Presque chaque jour, parce que vous pouvez vous imaginer que les VDP, donc les Wazalendo dans le territoire de Rutshuru, sont devenus une épine dans le pied de ces agresseurs qui ne savent plus avancer sur Walikale, alors que Rutshuru, il y a une grande résistance. Je le dis parce que, vous savez, il y a des voix qui s'élèvent dans ce sens, que ce soit au niveau national, au niveau régional, au niveau international. Les alliés des agresseurs ne cessent de montrer que c'est une menace à éradiquer à tout prix. Parce que justement, les Wazalendo tiennent debout, ils veulent mettre en échec ces agresseurs. Et donc, ça fait à peu près 1 mois que ces affrontements se font chaque jour. Et la population, je vous dis, beaucoup de personnes, les femmes, les enfants, les vieillards sont tués chaque jour. Les cases incendiées. La population n'a pas où fuir
elle se dirige dans les différents champs des agricultures, partout. Donc, c'est la dépendance totale. Parce que vous pouvez vous imaginer, Rutshuru, Bwito, si vous fouillez, vous allez vers Walikale. C'est la partie contrôlée par les agresseurs. Vous allez à Bouicha, c'est la partie contrôlée par les agresseurs. Et à Massissi, c'est la partie contrôlée par les agresseurs. Et donc, la population ne sait à quel sens c'est voué. Elle a donc besoin vraiment d'une assistance, pas en termes de vivre, même si on en a aussi besoin, mais on a plus besoin de la libération totale pour que la paix s'installe. Merci Emmanuel Ngaroué, élu provincial de Rutshuru dans le Nord Kivu pour ces précisions. Revenons à Kinshasa après le déploiement à la commune de Kimbanteke de 150 policiers formés à l'école de police de Kassangoulou. Le vice-premier ministre de l'Intérieur a inauguré 3 bâtiments qui vont abriter un commissariat et 2 sous-commissariats dans ce coin de la capitale. Une activité qui rentre dans les cadres des réformes policières. Le gouvernement du Japon, à travers l'agence japonaise de coopération, en collaboration avec l'OIM, a remis à la commune de Kimbanteke 3 bâtiments qui serviront d'un commissariat et de 2 sous-commissariats, ainsi que des équipements composés d'une Jeep, de 6 motos et une transmission radio. Ce dont permet de réunir une formation de qualité et un déploiement opérationnel, 2 piliers essentiels pour concrétiser la vision de la police nationale congolaise en matière de police de proximité. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, qui a inauguré ce bâtiment, a reçu de main de l'ambassadeur du Japon ce don, qu'il a ensuite remis au commissaire général de la PNC, Benjamin Alongaboni, qui à son tour l'a remis aux bénéficiaires. Il a demandé au bourgmestre de Kimbanteke de veiller à ce que ces biens jouent réellement son rôle. Nous retrouvons aujourd'hui dans ce cadre où, à travers l'action des partenaires, nous réalisons davantage la concrétisation de cette volonté. Et comme on dit souvent, il est toujours mieux de ne pas être seul, mais d'être accompagné. Et lorsqu'on est accompagné, on atteint plus facilement ses objectifs. Pour sa part, Maekawa Hidenobu, chargé d'affaires AI de l'ambassade du Japon en RDC, a précisé que ce don traduit un engagement clair et des symboles de protection, d'accessibilité et de confiance publique stratégiquement en faveur de la réforme de la police nationale congolaise, notamment à travers la mise en œuvre de la police de proximité. C'est notre souhait de soutenir ce droit, cette nouvelle loi. Ça a été concrétisé de notre effort pour former des policiers nationaux du Congo. À ces infrastructures s'ajoutent des équipements essentiels fournis pour permettre un fonctionnement immédiat et efficace des infrastructures, notamment immobilier et matériel informatique. En mission d'itinérance dans la province de la Chopo, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a lancé le lundi à Kisangani l'opération Ndobo, une initiative de lutte contre la criminalité et le banditisme urbain. À cette occasion, 18 présumés criminels accompagnés de leurs instruments des crimes ont été présentés. La cérémonie officielle organisée à la place de l'Indépendance a rassemblé un grand nombre d'habitants de Kisangani, venus témoigner leur soutien à cette initiative sécuritaire vivement sollicitée en appui par le gouvernement provincial. Dans la foulée, 18 présumés criminels communément appelés Kuluna et appréhendés par la police nationale congolaise du commissariat provincial de la police de la Chopo dans la ville de Kisangani qui est chapeauté par les commissaires provinciaux, le général-major Elvis Palanka Nawej, ont été présentés au vice-premier ministre et accompagnés de leurs instruments des crimes. Dans son allocution, le vice-premier ministre Chabani Luko a salué l'action des forces de l'ordre et a rappelé l'importance de la rigueur, de la discipline et du professionnalisme dans la conduite des opérations des traques et des sécurités publiques. Na commandement général et la police, tout ça là qui va réunion, tout l'évacuer option, Yakobimisa. Et l'Oroto Bengi, opération Ndobo. Opération Ndobo Izali, opération Oyo, police nationale congolaise. Ache Mayele Naena Kati, pour na Rosilisa et l'Oroto Bengi communément Kuluna, to Bengi banditisme urbain.
Déjà mise en œuvre dans 5 provinces, l'opération Ndobo enregistre des résultats probants dans les villes où elle est effective, avec plus de 6000 criminels interpellés à ces jours. Elle s'inscrit dans le cadre des mesures et initiatives du gouvernement visant à sécuriser les populations et leurs biens. Elle contribue également à restaurer l'autorité de l'État conformément aux objectifs fixés par le 2e pilier du programme d'action du gouvernement. À l'occasion de la journée internationale de veuves, la Fondation Calixte Mounana de la présidente Nathalie Aziza Mounana a organisé une messe d'action de grâce en faveur de cette catégorie de vulnérables. Ce malgré son absence pour une mission officielle en Russie, Nathalie Aziza Mounana a exprimé son réconfort à toutes les veuves du monde entier. Toujours fidèle à ses engagements, la Fondation Calixte Mounana de la visionnaire Nathalie Aziza Mounana a honoré de la plus belle manière les veuves lors d'une grande manifestation organisée ce lundi 23 juin 2025, journée internationale dédiée aux veuves. Dans un culte d'action de grâce ayant réuni près de 1000 veuves et nombreux invités, parmi lesquels la marraine de la Fondation Mami Munga, ambassadrice universelle de la Fondation Calixte Mounana. Plusieurs servantes de Dieu se sont succédées pour honorer l'assistance autour de la parole du Seigneur au sujet de la veuve. Chaque intervenante a convié l'auditoire de prier en faveur du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, afin que Dieu lui accorde la réussite totale dans sa gouvernance face aux plusieurs défis auxquels le pays fait face, notamment les défis sécuritaires. Marthe Kassalou également dans les prières de veuves et invitée à réunir à cette occasion la première ministre Judith Osumino Tuluka, la gouverneure Marie-Thérèse Fifi Masuka ont fait l'objet de moments de prières intenses, sans oublier Nathalie Aziza Mounana, visionnaire présidente de la Fondation. 36 ans au service de veuves, orphelins et personnes vivant avec handicap, l'ambassadrice universelle de la paix et dignitaire d'État, Nathalie Aziza Mounana, a pérennisé sa vocation là où beaucoup ont abandonné. Depuis l'âge de 6 ans, son fils Guy Geoffrey Ramazani Mounana œuvre aux côtés de son modèle pour encadrer et assister les personnes vulnérables, signe d'une vocation naturelle de savoir se mettre au service des autres. De la Russie, où elle se trouve précisément à Moscou, en mission de service, la présidente et visionnaire de la Fondation, Nathalie Aziza Mounana, a tenu à lancer un message de soutien et réconfort à l'endroit des veuves. La province du Maniema est confrontée à une flambée préoccupante de choléra, 3300 cas recensés depuis janvier 2025, dont 120 décès, selon les chiffres communiqués hier mardi 24 juin à Kindu par le docteur Placide Ouello, directeur du programme national d'élimination du choléra. Face à cette crise, les autorités sanitaires ont relancé des campagnes de vaccination, renforcé les interventions de WASH entendées eau, assainissement et hygiène, ainsi qu'elles ont mobilisé aussi le partenaires nationaux et internationaux. Depuis janvier 2025, la province du Maniema a rapporté plus de 3300 cas de choléra, dont 120 morts. Selon les directeurs du programme national pour l'éradication du choléra et la lutte contre diverses autres maladies, y compris la diarrhée aiguë, qui peut entraîner la mort en quelques heures sans soins appropriés. Bien qu'il existe actuellement des méthodes de prévention et de traitement, les conséquences humaines et sociales demeurent tragiques, surtout dans les zones où l'accès à l'eau potable et aux soins médicaux est restreint. Derrière chaque numéro se cache une existence dévastée, une famille en deuil et un système de santé débordé. Les choléras touchent fréquemment les personnes les plus fragiles telles que les réfugiés, les résidents des bidonvilles, les communautés rurales négligées. La maladie met en évidence les disparités flagrantes en termes d'accès à l'eau, aux services d'assainissement et à la santé. En réponse à cette crise, les responsables de la République démocratique du Congo ont proclamé l'état d'épidémie dans 6 provinces, réactivé des programmes de vaccination, intensifié des actions de WASH, eau, assainissement, hygiène et rassembler les acteurs nationaux et internationaux. Néanmoins, l'approvisionnement mondial en vaccins est toujours insuffisant et les défis, conflits, migration massive, déficit des financements persistent à être colossaux. À Kinshasa, la vente libre et la consommation des produits aphrodisiaques connaissent une ampleur, surtout chez les jeunes.
des rues aux réseaux sociaux, ces substances sont promues comme des solutions miracles pour améliorer les performances sexuelles, mais cette tendance soulève des vives inquiétudes sur le plan sanitaire, psychologique et social. Prolifération des aphrodisiaques à Kinshasa entre quête des performances et mise en danger de la jeunesse. Dans les rues animées de Kinshasa, il suffit d'un détour par un marché ou un arrêt de taxi pour entendre parler des capsules miracles, poudre des lions ou boissons des vigueurs. Derrière ces appellations attirantes se cachent des produits aphrodisiaques qui séduisent de plus en plus de jeunes en quête des performances sexuelles. Le phénomène prend de l'ampleur. De nombreux jeunes consomment ces produits sans prescription, convaincus qu'ils amélioreront leur virilité ou plairont davantage à leurs partenaires. Certains affirment même y avoir recours avant chaque rapport. Mais ces succès commerciaux inquiètent les spécialistes de la santé. Ils alertent sur les effets secondaires, troubles cardiovasculaires, dépendance psychologique, voire impuissance à long terme. On ne connaît pas ni leur posologie et ces médicaments ont beaucoup des effets secondaires. Ça entraîne le plus souvent des insuffisances rénales, donc des maladies du rein, des maladies du cœur et quelquefois ça entraîne un trouble très important de l'érection. Le manque d'éducation sexuelle, la pression sociale et les influences des réseaux sociaux sont autant des facteurs qui encouragent cette pratique. Des vidéos virales et l'opacité des ingrédients sont autant des facteurs à haut risque. En international, après des jours d'affrontements intenses et des vives tensions diplomatiques, un cessez-le-feu est officiellement entré en vigueur entre Iran et Israël. Obtenu sous la pression de plusieurs médiateurs internationaux, cette trêve marque une pause dans un conflit qui menaçait la stabilité du Moyen-Orient. Toutefois, le climat reste tendu et la communauté internationale appelle à la retenue et à des négociations durables. Le calme reste quand même précaire après la tempête entre l'Israël et l'Iran. Après 12 jours de frappes aériennes, des ripostes violentes et des discours enflammés, l'Iran et l'Israël ont finalement accepté un cessez-le-feu. Entré en vigueur ce matin sous haute surveillance, cette décision fait suite à une oppression diplomatique intense exercée par plusieurs puissances, notamment les États-Unis d'Amérique, la Russie et le Qatar, qui ont multiplié les canaux des négociations pour éviter une guerre régionale généralisée. Sur les terrains, les premières heures de la trêve semblent être respectées malgré la méfiance mutuelle. À Téhéran comme à Tel Aviv, les populations respirent mais restent sur leur garde. Les analystes estiment que cette accalmie, bien que bienvenue, reste fragile. Tant les enjeux géopolitiques que les blessures récentes laissent craindre une reprise possible des hostilités si aucun dialogue durable n'est engagé. Pour l'instant, les regards sont tournés vers les chancelleries internationales dans l'espoir que le cessez-le-feu marque les débuts d'une escalade réelle et non une simple pause pour un conflit plus profond. On va passer au rappel des titres. 15e anniversaire de Télé 50, la chaîne veut maintenir les caps dans la révolution médiatique en RDC. Le directeur général de l'Espace 50 a annoncé d'autres innovations pour des prochains jours. Le choléra a refait surface depuis le début de l'année dans la province du Maniema et a causé 120 décès. Les autorités sanitaires sont passées à l'offensive après l'enregistrement de plus de 3000 cas. Après 2 jours d'affrontements intenses et des vives tensions diplomatiques, un cessez-le-feu est officiellement entré en vigueur entre Iran et Israël, mais il reste encore fragile. Ne quittez pas vos sièges, la revue de presse est dans un instant. C'est Nathan Diamouetoé qui nous rejoint pour la lecture transversale des journaux et sites d'infos. Bonjour Nathan. Bonjour Bédrine. On nous ravage ce sujet. Lutte contre les embouteillages à Kinshasa. 350 000 $ américains décaissés pour un plan proposé par le commandant Israël Kantou.
Effectivement, Bédrine, Kinshasa suffoque sous les embouteillages. Pour y remédier, le gouvernement provincial mené par Daniel Bumba avait tenté une série de mesures qui se sont rapidement retournées contre lui, notamment la grève de chauffeurs de poids lourds, perturbation des livraisons sur la ligne Kinshasa-Matadi et flambée des prix des produits comme les ciments ou les fers à béton. Congo Nouveau ouvre le bal et pointe sur sa une 350 000 $ déjà déboursés pour lutter contre les embouteillages. Kinshasa, le général Israël Kantou, toujours son plan. Ce journal fait savoir, Bédrine, face à la grogne populaire et au risque d'une crise économique, le gouvernement central a dû intervenir. Le vice-premier ministre en charge de l'économie, Daniel Mukoko Samba, cité dans ses pages intérieures, a signé une décision autorisant la libre circulation de tous les camions dans la ville de Kinshasa de 22h à 5h du matin sans restriction une fois qu'ils sont en ville, à condition de respecter le code de la route. Stationnement sur la chaussée interdit, surveillance renforcée. Objectif, précise les tabloïds, désengorger la capitale et faciliter l'approvisionnement. Un plan ambitieux et coûteux pour mettre en œuvre ce nouvel encadrement. Bédrine, le journal relève que le général Israël Kantou, commandant de la police nationale congolaise ici à Kinshasa, a proposé un plan de régulation de la circulation montant annoncé 350 000 $ américains. Il s'appuie sur 950 agents et une logistique musclée. Eh bien, Bédrine, selon ce même portail, le plan devrait être testé pendant 30 jours avec une évaluation tous les 10 jours sous l'œil de la commission Caritas. Le journal Info 27 évoque pour sa part que plusieurs semaines après les déblocages de fonds, aucun résultat tangible n'est visible. Le plan censé désengorger la ville est introuvable. Eh bien, Bédrine, de nombreuses questions se posent, notamment où est passé le plan, mieux où est passé l'argent. Pendant ce temps, souligne le portail, le Quinois continue de subir les routes bloquées, les camions coincés, prix toujours en hausse. Le gouvernement qui attendait des résultats rapides exige désormais des explications. Tout à fait. En tout cas, on attend des explications à ce sujet. On va prendre le dernier sujet, réalisation d'un ancien grand projet, Nathan, il faut le dire, Inga en RDC. Quels sont enfin le préalable? Effectivement, Bédrine Nkenge, c'est une information que nous partage le journal La Prospérité. Tout en titrant, vous voyez juste là à côté, quelles sont les bases pour la réalisation du Grand Inga en RDC. Des éléments de réponse obtenus par Tite Luongi, un Konkoy qui est d'ailleurs expert en suivi, évaluation et communication sur le projet hydraulique. Voilà, le portail relève dans ses pages intérieures les préalables pour la construction de Grand Inga en République démocratique du Congo. Pour la réalisation de ce méga projet au cœur de l'Afrique, une série d'études complémentaires serait la garantie bancaire pour la République démocratique du Congo d'une part et d'autre part ses partenaires. À ces titres, Bédrine, le principal chapitre de l'étude indique ce qui suit: la réalisation de l'étude sur la demande de l'énergie, l'étude de faisabilité, l'étude d'impact environnemental et social, étude sur la structuration du projet, options de financement et principes régissant les principaux accords de projet. Et enfin, la communication et sensibilisation. Selon Tite Luongi Nkonkoy, il est conseillé au gouvernement de la République de réaliser les études comparatives pour s'assurer de pertinence de celles qui ont été délivrées par les bureaux d'études en charge d'effectuer ce travail. Il précise que son rôle est l'optimisation de performance. Voilà qui met fin à notre revue de presse de ce mercredi. Espérons que sa voix sera entendue, Nathan Diamouté. C'était votre revue. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de votre fidélité. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.